Bonjour, je vous en remercie les Catalans. Sibel Bilal, je suis vraiment ravie de vous attendre de montrer une programmation communautaire en approche santé publique basée depuis 20 ans. Également, je suis ravie d'attendre de Mme Geoffrey. Il était temps qu'on fasse des recherches qui montrent que l'usage des kits qui sont efficaces et que nous le savons depuis 1994, nous en demandons depuis 1998 et nos interlocuteurs à la DGS ont été modifiés 12 fois et que les politiques publiques ont beaucoup de mal à être appliquées. Et en attendant, nous avons eu plein milliers de personnes qui ont été contaminées. Ma question est la suivante pour tous les intervenants. Effectivement, les réductions des risques, nous avons réussi de réduire les risques peut-être de contamination. Mais au sein de réduction des risques, nous avons aussi l'aggravation d'état de santé des populations. Nous avions repéré 95% des usagers de drogue suivis sous traitement substitution ont été dépistés au moins une fois, 65% entre eux ont été dépistés positifs. Et nous le savons par ailleurs, parmi l'ensemble des médecins généralistes du terrain suivant ce patient, majorité d'entre eux ne sont toujours pas eu égalité de chances d'accès au traitement de rétroviraux pour le traitement d'hépatite C. Où on en est aujourd'hui pour la réduction des risques de cirrhose et mortalité pour ces populations. Nous avons vu décéder celles qui étaient touchées au VIH pour l'hépatite C. Est-ce qu'on aurait une chance? So, who wants to? I would like to ask my co-chair, Dr. Christian Trepo, to answer this question. It's a question he's been passionate about with hepatitis B, now C, and HIV in the middle. So it's, of course, the key point, and it's more troublesome now because we have active therapy and we can assess non-invasively fibrosis. So we have the tools, we have the therapy, and we have to act. Now, the question of action is not the easy part. So we have 2 points. In the United States, it is abysmal. Dr. Andrew Talal and myself have convened a conference in New York City 3 years ago to get pharma, who were very much at fault for not supporting any studies in former IV drug users in treatment with methadone or buprenorphine, even. There have been many very highly refined guidelines for treatment, and now the official NIH guideline for treatment of C includes all drug users, not just those in treatment, yet we are seeing very few people, even in treatment, get access. It is financial, but I will tell you it's mostly stigma, and that's true worldwide. It's incorrect fear. It's a very good point. Currently, I'm involved with a European hepatitis C and drug use initiative. It's funded by the European Commission. We have over 30 members of the network. The biggest problem that we've seen so far is policy, or the lack of policy. Very few countries have national policies. Countries that do have policies actually make it difficult for drug users to access. There's also problems about getting services connected. So harm reduction programs are connected to service providers who will treat. So right now there are two things happening. One on national levels and a European level on capacity building, strengthening the NGOs that work with substance users to integrate testing and develop integrated care networks to refer people. And the other is policy to make sure that policies are not the barriers. And then also that the healthcare providers will start treating people. So if you'd like to learn more about that, we could talk later on. And you can actually get involved. It's a European project. Sí, muy interesante su cuestión. Estamos francamente muy preocupados por este problema porque hemos reducido extraordinariamente
el virus del SIDA, pero tenemos otro virus muy importante y muy masivo entre usuarios inyectados. Y en Cataluña al menos sí hemos desarrollado una política global en este tema. Creamos una red compuesta por los principales hepatólogos del país, los centros asistenciales y los centros de reducción de daños. Hemos elaborado una guía práctica y estamos haciendo un proyecto piloto, para incorporar de forma inmediata cualquier usuario, sea en la condición que sea, a un tratamiento especializado por su problema, y el tratamiento hoy por hoy, al menos en Cataluña, es accesible, aunque es caro, pero es accesible. No hay ninguna barrera en este sentido, y lo que intentamos mejorar, como decía Jason antes, es el cambio cultural. Muchos o algunos hepatólogos, históricamente, no veían candidatos de tratamiento antirretroviral a ciertos pacientes nuestros por miedo a no poder aprovechar correctamente la medicación, por miedo al abandono. Sin embargo, ahora hemos construido un cambio muy importante. Hemos establecido unos criterios de inclusión básicos y un acompañamiento entre redes, entre la red especializada de drogodependencias, la red de atención primaria y la red hospitalaria de atención a la hepatitis. Y creemos que eso va a ser un cambio muy importante en este colectivo también. Gracias. So there are solutions, there are many barriers. In France, there is no financial barriers, there is no policy barriers. It's just the difficulty to do it. And one should not overlook that. It's a big, big challenge, because even for non-drug users, you have to realize that the patient cannot work, the patient need to be transfused. Observance is very difficult. So, of course, we should ease up policy. Just be aware that it's a big challenge. You have to pick up the right patient at the right time. I would argue, though, Christian, that it's easier to treat those who are drug users in treatment because they're already going to see their physician monthly with buprenorphine or weekly with methadone maintenance. And it can be done. The major problem remains our university academic centers are not creating treatment programs for the addictive diseases of any kind, not needle exchange, not methadone or buprenorphine treatment, not drug-free cocaine treatment. We need to do that so we can treat C. The spread of C is by our patients not in treatment and those who have tiny relapses in treatment. It is the biggest cause. Those who tell you they have hepatitis C because of transfusions, it is extremely unlikely. We've been screening blood for a very long time. One of the major leader companies in the US has now transferred its concept, and one of its employees, the grandnephew of the Lasker Foundation in New York, is now preparing a major public health article that I hope will be accepted, and it says treat, and he talks to pharma, to academics, and to physicians. I agree with that. I fully agree with just it's a big challenge at all levels. Any other points? Oui. Just one final comment. 30 years ago, nobody thought we'd stop HIV in drug users. So I think we need to think of that as an outstanding success and learn to build on it. And there are huge problems for hepatitis C, but not to become discouraged. And moreover, there are good news. So another aspect is the warehouse situation, because of course the easy answer, and it's not the proper answer, is to say just wait another year or 2 years and then you would have a magic bullet. But some patients cannot wait 2 years. So the big issue is that we have to face it, and we need all the help possible. But I guess there are maybe other issues. We'll try to have short questions, short comments. Philippe Chosgros, j'avais un commentaire et 2 questions. Je pense que le commentaire, c'est qu'on a parlé de la réduction des risques, on n'a pas parlé de l'épidémie. Et la réduction des risques est d'autant plus efficace, ou les changements de comportement sont d'autant plus efficaces que l'endémie est différente. Simplement pour un point, si on prend Lyon, je dirais pour le VIH, le fait de vendre des seringues et malheureusement la mort des malades a fait qu'au début des années 90, on n'avait plus de VIH, de contamination VIH chez les toxicomanes, l'épidémie était terminée.
Donc ça, c'était une question. Alors, la question que je voulais poser, donc toutes ces présentations étaient superbes et intéressantes. Pour le crack, ou si j'ai bien compris, enfin, ce que je connais, c'est un milieu fermé un petit peu à Paris. Ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que vous avez regardé comment étaient rentrés les virus? C'est-à-dire qu'on a des gens qui utilisent des pipes et ils peuvent se contaminer par des pipes, mais il y a un moment où le virus est rentré dans cette population. Et est-ce que vous avez regardé en quoi, je dirais, cette population était en contact avec les injecteurs où on sait qu'on avait 75%? Donc ça, c'était une question pour vous. L'autre question, ça sera pour l'Espagne avec la magnifique réussite de leur programme. Est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité, on a vu hier tout ce que pouvait faire l'héroïne quand elle était donnée, introduire la délivrance d'héroïne à ces gens qui viennent s'injecter, puisqu'on sait que finalement les gens qui sont les plus difficiles à atteindre et qui sont les plus difficiles à soigner répondent le mieux à de l'héroïne. Donc, où en êtes-vous sur une réflexion de donner de l'héroïne dans ces salles d'injection? Donc je vais répondre à la question que vous avez posée sur les usagers de crack. Déjà, une petite précision. Donc vous disiez que c'était un phénomène confiné à Paris. En fait, dans la dernière enquête Coquelicot qui a été menée en 2011, on a mis en évidence justement que l'usage de crack s'était diffusé ces dernières années dans d'autres villes que Paris. En 2004, c'était véritablement confiné en Île-de-France, mais maintenant, on a des villes comme Lille, comme Bordeaux, où comme Marseille, où on a des prévalences de consommation de crack qui sont en très forte augmentation. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était lié, c'était une communauté locale. Dans le cadre de l'enquête. J'ai pas dit que ça n'existait pas ailleurs. J'ai dit simplement que, par exemple, à Paris, ça c'est un peu, mais on sait que c'est quand même très développé dans un quartier avec une population. C'était pour ça que je parlais. D'accord, ok. Donc dans Paris, effectivement, enfin en tout cas en Île-de-France, la consommation de crack est particulièrement élevée puisque c'est le premier produit consommé par les usagers qui fréquentent les XAPA ou les CARUD. Alors concernant votre question, concernant les contacts qu'ils pourraient avoir avec les injecteurs. Alors, ce qu'on a regardé, par exemple, si dans les groupes d'usagers de crack qui n'avaient jamais injecté, on avait des contaminations hépatite C qui étaient élevées. Et donc, dans l'enquête Coquelicot, on avait mis en évidence en 2004 que chez les usagers de crack déclarant n'avoir jamais injecté, on avait une prévalence de l'hépatite C qui atteignait 45%. Donc ça, c'est le premier élément. Et concernant leur contact avec des injecteurs, indépendamment du fait qu'ils injectent ou pas avec eux, c'est des questions qu'on n'a pas posées dans le cadre de cette enquête, mais on est en train de mettre en place une enquête sur les réseaux sociaux des usagers de drogue où ces questions seront abordées. Par contre, on a recueilli des données qualitatives sur cette question, donc pas des données épidémiologiques. Et là, ce qu'on a mis en évidence, c'est que pour une bonne partie des usagers de crack qui ont été interrogés, ils fréquentent peu d'injecteurs. Et donc, il y a vraiment parfois même une stigmatisation entre ces différents types de populations qui préfèrent effectivement rester dans des groupes plutôt fermés pour une partie d'entre eux. Oui, donc ma question, c'était combien vous aviez d'injecteurs dans cette population d'utilisateurs? Quel était le pourcentage d'injecteurs dans cette population? Et l'autre question, et qu'elle est un petit peu, c'est combien avaient accès au système de soins en dehors du communautaire local? So, as Jean-Pierre is saying, just short back and forth. Rapide question, rapide réponse. Intento rápidamente su pregunta. Sí que nos lo hemos planteado. De hecho, hemos hecho un estudio, un ensayo clínico a doble ciego, metadona, morfina, heroína oral. Pero en base a poderlo utilizar necesitamos la autorización perceptiva. Iniciamos un segundo ensayo próximamente con heroína oral y nuestra obsesión sería poder conseguir esta heroína con naloxona que estamos intentando realizar para poder efectivamente como opción cuando no encaja en ningún otro programa ni con sustitutivos, ni con buprenorfina, ni con metadona, ni con otro tipo de sustitutivos, poder, ¿por qué no dar la sustancia que más se acerca, es decir, la misma que se acerca a la que consumen en la calle? Ya hemos demostrado que no existe tolerancia cero, infinita, perdón. Por tanto, ya podemos saber que podemos bloquear
con menos cantidad de la que imaginábamos el consumo en la calle. ¿Por qué no utilizar esta sustancia? Pero desafortunadamente eso no depende exclusivamente de nosotros, sino que se requiere de una aprobación de carácter legal y en esta historia estamos también metidos a través de la evidencia científica. Sorry? No hay más. No me han traducido nada. Ok. Okay, so that means that things are getting tight. Burning question? One burning question? No burning question. So Jean-Pierre, we made it. So we break and Jean-Pierre is taking over.